Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de On en parle à Taïwan, une émission proposée par Radio Taïwan International, animée aujourd'hui par Florian Dai, Sasa et Mei Guang. Merci de votre écoute. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets très variés de thèmes absolument rien à voir entre eux, mais ça fait les caractéristiques de On en parle à Taïwan. Oui. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui ? Alors, en tout cas, Florian et moi, c'est vraiment des sujets qui font beaucoup parler les Taïwanais dernièrement. Alors, pour ma part, ce sera un affaissement soudain du sol à Taipei, en fait, qui a engendré l'affaissement aussi d'un immeuble. Donc, c'était vraiment impressionnant dans le quartier. Plusieurs immeubles. Il y a Oui. 7 immeubles qui sont touchés, je crois, en tout. Oui, mais il y en a particulièrement un qui est vraiment tombé d'un étage, on va dire. Donc, voilà, ce sera pour ma part. Et moi, je vais parler de celle qui a été nommée vice-présidente, enfin, pas nommée vice-présidente, mais candidate à la vice-présidente sur le ticket de Terrigo. Oui, donc c'est un candidat indépendant en fait, même s'il est plutôt proche du KMT Voilà. dans un premier temps. Et moi, je parlerai des archives des journaux intimes de Chiang Kai-shek et de son fils Chiang Jing-kuo qui, après 10 ans de litige entre Taïwan et les États-Unis, reviennent enfin à Taïwan et seront exposés à la fin de l'année. Voilà. Donc, Ok. nous pouvons commencer avec le sujet. Moi, je vote pour que ce soit Florian qui commence parce que justement, je voudrais savoir pourquoi cette personne fait tellement parler d'elle à Taïwan. Alors, elle fait parler d'elle, déjà parce qu'on s'y attendait pas du tout. Donc, elle a été annoncée jeudi, et Terrigo, c'est le premier candidat qui annonce officiellement la personne avec qui il participera à l'élection. Donc, son vice-président ou sa vice-présidente. Donc là, dans ce cas-ci, c'est une femme. En précisant que Terrigo lui-même n'a pas encore eu suffisamment de collecte de signatures pour pouvoir être candidat officiel des élections. Non, je crois qu'il doit d'abord donner des papiers dans les jours à venir, Oui. et il a ensuite un mois pour les collecter. Tout Donc, à fait. voilà, cette période de collecte de signatures commence dans ces jours-ci, et elle va durer jusqu'à début novembre. Mm. Et donc, on rappelle que Terrigo, c'est un personnage très riche à Taïwan, un des plus riches, et le fondateur de Honhai ou Foxconn. Il a récemment quitté son poste de directeur de cette entreprise pour justement se consacrer à la de son candidature. poste de membre de comité d'administration, en fait. C'est ça, oui. Donc pour se consacrer à l'élection présidentielle. Peut-être que ça ne dit rien, en fait, l'entreprise Foxconn à de C'est nombreux Français, mais c'est quand même l'entreprise qui fabrique la plupart des iPhones, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'un des plus grandes sociétés électroniques en termes de sous-traitance, en fait, pour la fabrication des smartphones. Surtout de Apple, De Apple, surtout. avec de nombreuses usines en Chine. Voilà, donc c'est aussi un personnage assez controversé. Qui avait souhaité être candidat pour le KMT, puis finalement c'est pas lui qui avait été choisi, et du coup il revient cette année en tant que candidat indépendant, et c'est le premier des 4 candidats, donc avec lui, Lai Ching-de qui est le candidat du DPP, Royoi le candidat du KMT, et Ko Wen-je le candidat du Parti du Peuple taïwanais, Et ancien maire de et Taipei. ancien maire de Taipei, donc voilà, ce sont les 4 candidats principaux déclarés pour l'instant. Et c'est le premier à annoncer la personne avec qui il se présentera pour la vice-présidence. Donc Tammy Lai. Elle a 60 ans, c'est une chanteuse taïwanaise. Elle a fait beaucoup de choses, mais elle est notamment chanteuse. Elle a sorti 6 disques entre 1983 et 2008. Donc on peut en écouter un petit extrait. 你可以随时去，在哪里？你可以表达情感，这是个愉快的旅程，并不。 Donc, elle a sorti plusieurs albums, en fait. Plusieurs je pense. albums, elle a sorti Oui. 6 albums en tout sur une période de temps assez large. Elle a également été actrice, elle a été dans une dizaine d'émissions de télévision entre 1985 et 2015. Elle a également fait des émissions de radio, y compris à RTI. Ah bon ? Ah bon? Ah, c'est un scoop Là, je savais pas, en fait. Mais oui, je vous dis, en faisant ces recherches, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Attends, là, on doit préciser que c'était avant la démocratisation de Taïwan, donc c'est pendant que la RTI
CPS plutôt, ça faisait partie de l'armée en fait. C'était dans les années 80, effectivement, jusqu'au début des années 90. C'est important de préciser. Mais voilà, elle a un parcours qui est bien plus riche qu'on ne pouvait l'imaginer en disant juste une actrice ou une chanteuse. Mais à propos du fait qu'elle est actrice, elle a quand même joué dans un feuilleton, si je me souviens bien, qui est assez connu et récent. Oui, l'année dernière, c'est le Wavemakers, Jeune est sorti. Donc c'est un drame politique qui est apparu sur Netflix, dans lequel elle joue le rôle de la présidente. Et c'est une série qui raconte l'histoire d'une équipe de campagne électorale en amont des élections présidentielles. Et donc, elle aborde plusieurs enjeux de société, notamment le harcèlement sexuel au travail. Et c'est cette série qui est à l'origine du mouvement MeToo à Taïwan, qui n'avait pas eu beaucoup d'ampleur auparavant. Et là, il y a eu énormément de dénonciations qui ont eu lieu suite à une femme politique qui s'est reconnue dans un personnage de la série et donc qui a partagé son expérience sur Facebook et comment il y a toute la discussion au sein du parti de est-ce qu'en période de campagne, il faut dénoncer une agression sexuelle qui a lieu dans un parti au risque de nuire à l'image de son propre parti et comment on gère tout ça. En tout cas, j'invite les auditeurs, s'ils veulent en savoir plus sur cette série, à écouter On en parle à Taïwan d'il y a quelques semaines que j'avais fait à propos de cette série. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette série, donc, Tammy Lai jouait le rôle de la présidente, ou de la candidate, pardon, à la présidence. Une des candidates, parce que c'était deux candidates à la présidence, en fait, deux femmes, pour éviter qu'il y en ait une des deux qui soit identifiée à Tsai Ing-wen. D'accord. C'est un peu comme Zelensky qui jouait dans les feuilletons, le rôle de président aussi avant. Et elle a été nominée ce jeudi pour les Golden Bell Awards dans la catégorie meilleure actrice de mini-série ou film de télévision pour ce rôle-là. Donc, pour second rôle, oui. Voilà. Donc ça c'est une partie de sa vie, mais elle a aussi un master en relations internationales et un doctorat qu'elle a obtenu il y a 3 ans à l'université de Jinan en Chine en droit. Donc c'est assez surprenant aussi, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, mais elle a repris ses études donc et en Chine quoi. En Chine. D'accord. Alors elle-même elle a une vie qui est assez internationale puisqu'elle est née à Taïwan de mère taïwanaise, mais son père était un soldat américain qui était stationné à Taïwan pendant la guerre du Vietnam. On ne sait pas trop, on pense que sa mère avait travaillé comme nourrice dans une maison d'un général américain et que c'était à ce moment-là qu'elle a rencontré son père et qu'elle a eu Tammy. Tammy est née pendant que son père était au Vietnam et à la fin de la guerre, il est retourné aux États-Unis et donc Tammy a été élevée par sa mère seule. Mais elle et sa mère sont allées aux États-Unis quand elle avait 17 ans, pendant 1 an, et elle possède la nationalité américaine. On peut faire un feuilleton sur sa vie, tellement il y a de rebondissements. C'est pour ça, lorsque sa candidature a été annoncée, elle a dû immédiatement avoir déjà recours à un avocat pour abandonner sa nationalité américaine. Parce qu'il est interdit pour des binationaux de se présenter à l'élection présidentielle en tant que président ou vice-président à Taïwan. Donc voilà, il y avait ce petit problème-là. Elle est également autrice de plusieurs livres de développement personnel et traductrice d'un livre. Donc autour des relations, voilà, elle a été fondatrice d'une association qui s'appelle Collaborative Communication Academy il y a 3 ans, voilà, en 2020. Et elle est l'instigatrice du développement de la communication non violente à Taïwan. Donc c'est quelque chose qui avait son origine aux États-Unis, qui est aussi assez développé en Europe. Et elle, c'est une des premières à importer ces techniques de communication à Taïwan avec l'organisation de plusieurs ateliers, des formations, etc. Et à ce sujet, lors de son discours jeudi dans lequel elle a annoncé sa candidature en tant que vice-présidente, eh bien, elle a souligné qu'elle avait étudié la psychologie pendant 40 ans et qu'elle pense utiliser ses compétences en communication et en coordination, à la fois pour s'occuper de la communication interne dans l'équipe de candidate électorale, voilà, de la communication avec les médias, et puis de la communication également avec les partis d'opposition et avec le peuple. Bonne chance. Et aussi... mais non, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir
quelqu'un qui s'y connaisse en communication. Après, la communication non violente et la communication avec les médias, c'est pas souvent les mêmes valeurs qui sont priorisées. Mais c'est très intéressant, je trouve, comme approche. Je crois que Terrigo a d'ailleurs souligné aussi qu'il souhaite se fier aussi aux compétences de Tamil Lai dans ce domaine, en fait, de communication. Parce que lui-même, il n'est pas très fort dans la communication, en fait. Oui. Il dit souvent des choses controversées. Mais alors, la communication non violente, c'est pas non plus la même communication non, que bien sûr, ce qui est attendu en général dans une campagne électorale. Oui. Où on ment souvent, où on n'essaye pas du tout de respecter l'adversaire, alors qu'en communication non violente, c'est le respect de soi et le respect de l'autre qui est mis au premier plan. Donc, je suis très curieuse de savoir comment est-ce qu'elle va continuer cette campagne électorale, quels seront ses engagements, ses stratégies. Je suis assez surprise de son choix de s'associer à Terrigo pour cette campagne. Je me dis, avec ce parcours-là, pourquoi est-ce qu'elle a envie d'être vice-présidente ou... En fait, le lien vient peut-être du fait que la femme de Terrigo est quelqu'un qui est plutôt de divertissement. Elle est danseuse à la base, mais elle est très associée au monde du divertissement. Et donc, le lien s'est peut-être associé du côté de son épouse, en fait. Donc, mais de là, pourquoi elle a accepté d'être et oui, parce que dans sa carrière à elle, est-ce que c'est pour avoir plus de visibilité, parce que c'est assez peu probable qu'il soit élu. Oui, mais je ne pense pas qu'elle recherche une visibilité dans son rôle actuel. Elle a déjà sa célébrité dans son domaine. Donc, c'est un nouveau défi peut-être pour elle, parce qu'on voit qu'elle a fait des choses quand même très très diversifiées. Donc voilà, elle va peut-être connaître un nouveau monde, le monde politique. Pour la République de Chine, Taïwan. Peut-être. Mais je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un choix inattendu. Et je suis très curieuse d'observer la suite de cette campagne. Voilà. Oui, et de toute façon, tous les principaux candidats cherchent une femme à leur vice-présidence. Et j'ai l'impression que tout le monde a plus ou moins fait comprendre que ce serait bien que ce soit équilibré. Dans ce sens, du coup, on attend maintenant, avec impatience, d'autres candidates. Voilà. Voilà, donc pour la présentation de Tamil Lai. Donc on continue peut-être avec la politique, non, Meg? Avec la politique ou l'histoire. Ah oui. Alors, c'est cette semaine, Academia Historica de Taïwan, donc, qui s'occupe de toutes les archives nationales du pays, a fait une déclaration pour dire avoir reçu, enfin, 59 cartons de documents envoyés par l'Institut Hoover, qui dépend de l'université Stanford des États-Unis. Alors, ces 59 cartons contiennent donc surtout des journaux intimes de Chiang Kai-shek qui sont écrits de 1917 jusqu'à 1972, donc jusqu'à sa mort, presque, et aussi des journaux intimes de son fils Jiang Jingguo, qui avait également dirigé Taïwan, et ces journaux datés de 1937 jusqu'à 1979. Mais quand même, 59 cartons, c'est énorme, hein. Ils écrivaient beaucoup à l'époque. C'est énorme, donc il n'y avait pas uniquement... Quand on pense à De Gaulle, il avait aussi écrit ses mémoires. Il n'y a pas seulement des journaux intimes, il y a également des manuscrits, des discours que ces personnes avaient fait, des lettres de communication en famille, des lettres de communication officielles. Il y avait aussi des journaux intimes de leur... comment on dit des membres de leur famille ou... leur garde, en fait, leur garde du corps. Voilà. Et du coup, tous ces documents qui sont finalement très liés à l'histoire de la République de Chine sont très demandés parmi les chercheurs. Et du coup, c'est quelque chose qui revient à Taïwan après enfin presque 10 ans de litige, en fait. Donc, le tout a commencé en 2005, lorsque la petite fille par alliance de Chiang Kai-shek, Jiang Zhiyi, avait décidé de prêter, donc j'utilise le nom prêter selon elle en fait, les journaux intimes à l'Institut Hoover de l'université Stanford. À l'époque, elle avait dit que l'Institut pouvait faire des copies à tous les chercheurs qui souhaitent comprendre cette histoire de la République de Chine. Et par la suite, elle a décidé elle a signé avec 6 membres de sa famille que ces documents pouvaient revenir à l'Academia Historica qui gère les archives de la nation.
ce qui était logique. Seulement, entre le temps, l'arrière-petite-fille de Chiang Kai-shek a estimé que tous ces journaux intimes devaient rester en famille. Ça ne devait pas devenir public. Ce qui fait, du coup, il y a le litige entre les deux côtés, entre trois côtés en fait par la suite. C'est devenu quelque chose de très complexe entre l'Institut Rufe, l'Academia Historica et aussi la famille Jiang qui était divisée en deux. Une partie était prête pour que cela revienne à la nation, d'autres estiment que ça devait rester en famille. Donc, en tout cas, l'Academia Historica a réussi à ce qu'une partie de procès se fasse à Taïwan parce que ça concerne surtout Taïwan. Et du coup, les différentes instances ont décidé que ces documents devaient rester à Taïwan. Et c'était en juillet dernier que du côté des États-Unis, on estimait que ça devait revenir aussi à l'Academia Historica. Donc, c'était le 11 juillet que le tribunal de Californie avait prononcé en faveur de Taïwan. Et selon l'ordre de la cour, l'université Stanford avait 60 jours pour refaire expédier tous les documents à Taïwan. Donc, tous les cartons sont partis effectivement le 11 septembre. Donc, pas un jour de moins ou de plus. Et pour arriver à Taïwan le 14 septembre. Mais du coup, ça va être finalement rendu public ou oui, pas? Voilà, c'est ça. Enfin, toute la famille de Chiang Kai-shek, donc je crois qu'ils étaient une dizaine à s'engager dans les procès pour dire que le tout devait être conservé à l'Academia Historica. Parce que dans un premier temps, lorsque le dossier avait eu lieu à Taïwan, il était décidé qu'une partie de journaux intimes écrits pendant que les présidents étaient en fonction, pendant que Chiang Kai-shek et Jiang Jingguo étaient en fonction, devaient revenir à l'État. Alors les partis, pendant qu'ils n'étaient pas en fonction, devaient revenir à la famille. Mais finalement, comme c'était quand même très lié à l'histoire moderne, en fait, du coup, toute la famille s'est mis d'accord finalement que ça devait être conservé à l'Academia Historica. Et du coup, l'Académie Historica a commencé par remercier toute la famille Chiang Kai-shek qui était nombreuse à devoir s'accorder enfin sur ce don. Et ils ont surtout souligné aussi l'importance académique de ces journaux intimes parce que les journaux de Chiang Kai-shek, ça date de 1900, attends que je ne dise pas de bêtises, de 1917 à 1972. Donc, et Jiang Jingguo, c'est depuis son retour en Chine, depuis la Russie, donc de 1937 jusqu'à 1979. Les chercheurs ne savent pas pourquoi. Jiang Jingguo, qui a écrit quasiment au quotidien son journal intime, a arrêté en 1979, donc 8 ans ou 9 ans avant son décès en 88. Donc, on ne sait pas pourquoi il a arrêté d'écrire. En tout cas, les gens saluent surtout de l'importance académique parce que, par exemple, Jiang Jingguo avait démontré sa détermination à créer le parc des sciences et de technologie à Hsinchu. Donc ça, c'est ce qui a changé l'histoire économique de Taïwan en permettant la naissance de semi-conducteurs. Ensuite, il avait aussi démontré son importance, sa volonté de donner la prospérité à Kaohsiung en créant donc le tout premier zone de transformation industrielle pour l'exportation de Kaohsiung, ce qui a rendu Kaohsiung, l'importance de Kaohsiung, enfin pendant un certain temps, le port de Kaohsiung était l'un des plus grands ports de Taïwan. Et du coup, il avait aussi exprimé sa fureur lorsque Taïwan devait rompre des relations diplomatiques avec différents pays. Et les différents chercheurs, donc, parce que ces journaux intimes pendant leur conservation à l'Institut Rufe avaient été exposés aussi, et les chercheurs ont également salué ce passage, ces journaux, parce que ça traduit, ça démontre toute l'histoire, donc depuis la guerre interne en Chine, et depuis la guerre entre Kuomintang et communistes chinois et jusqu'à la guerre sino-japonaise et par la suite son arrivée en Chine, le développement difficile et tout cela en fait. Et du coup, normalement, selon le projet de l'Academia Sinica, Academia Historia. Ah pardon, oui. L'Academia Historia, la première édition de journal de Chiang Kai-shek
Donc la première édition, qui va concerner la période de 1948 à 1954, va être publiée en octobre de cette année, donc très rapidement. Et l'édition du journal de Chiang Kai-shek, de Jiang Jingguo, son fils, ce sera de 1970 à 79, sera publié à la fin de l'année. Et l'objectif, c'est de numériser l'ensemble de documents et de mettre à disposition de tous très prochainement, en fait. Voilà, donc c'est une histoire politique, mais surtout, je pense que c'est aussi historique, en fait. Et ça a une importance pour Taïwan et pour les études historiques. Oui, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, on se demande comment ça se fait que ce n'était pas encore arrivé plus tôt, que ce ne soit pas encore mis à disposition du public plus tôt. Parce que c'était conservé pendant un certain temps, c'était avant la démocratisation, c'était conservé. Après, c'était donné à l'Institut Rufer. Mais l'Institut Rufer, il n'a pas numérisé tout ça? Une partie, il a je pas pense. rendu ça public aussi Si, quelque c'était part. exposé, c'était pas à Taïwan. mais pas à Taïwan. Oui. C'était pas partagé à Je Taïwan. pense que c'était, pas tout autant. n'était pas fait en fait, je Ouais. pense. Voilà. Bon, bah c'est intéressant à savoir. Et on peut aussi préciser que Jiang Jingguo avait légué ses journaux intimes à son fils, qui a donné le droit de gestion de ses journaux à son fils, qui a donné à sa femme, en fait. Et c'est pour ça que c'était la petite fille par alliance de Chiang Kai-shek qui avait pris la décision de prêter à l'Institut Rufer. En tout cas, tout se termine plutôt bien pour Taïwan et surtout pour les chercheurs en histoire. Voilà pour ce sujet et nous allons poursuivre sur un drame, personnellement, j'estime. Oui, alors c'est à la fois un drame, mais entre guillemets, pas tant que ça. Faut pas trop dramatiser parce qu'il n'y a pas eu, heureusement, de décès ou de blessés. Mais quand même, c'était impressionnant. Les images, vous avez peut-être vu sur notre site où il y avait un décryptage aussi il y a quelques jours par François-Xavier Boulet. En fait, c'est un immeuble en particulier, mais en réalité, effectivement, il y en avait 7 qui s'est effondré, en fait, qui s'est enfoncé dans le sol d'à peu près un étage et dans une zone de résidentielle. Et en fait, cela est dû au délitement du sol, parce qu'à côté, il y avait un chantier. Et donc, 400 habitants environ ont dû être évacués. Et en fait, dans le chantier de construction voisin, à ce moment-là, les ouvriers étaient en train de déblayer le sous-sol du chantier. Et donc, je ne rentrerai pas ici dans les détails de ce qui a déjà été dit dans le décryptage, mais l'entreprise qui est responsable de ce chantier, qui s'appelle Chitai Properties, a suspendu les travaux, bien sûr. Elle s'est engagée à dédommager les riverains. Bon, il y a une enquête qui est en cours. Et ils sont en train de consolider aussi, bien sûr, tout ça pour essayer d'arranger la situation. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment étonnée dans cette affaire, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que, en fait, ces affaissements du sol, c'est pas la première fois qu'on en entend parler ces derniers mois, enfin, qu'on en entend parler, que ça arrive ces derniers mois. Le 19 août, il y en a eu un à Mingsheng East Road à Taipei. Et en fait, c'était déjà le 5e incident de ce type à Taipei en 3 mois. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et il y en avait dans tous les quartiers, à Nangang, aussi à Wanhua, à Xinyi, à Datong. Enfin, ça fait depuis juillet-août, il y en a eu vraiment beaucoup. On n'en a pas forcément autant parlé que là, récemment à Dazhou, parce que parfois, c'était juste simplement un trou dans la chaussée ou un trou sur le trottoir. Et donc, c'était pas, heureusement, un immeuble qui s'enfonçait. Mais voilà, ça fait quand même un peu peur. Et sachant qu'à Dazhou, donc là où l'incident s'est passé il y a quelques jours, en fait, il y a déjà 8 mois, quelques riverains avaient déjà prévenu la mairie parce qu'ils avaient vu des fissures apparaître. Et donc la mairie avait fait une inspection et avait conclu qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'à l'époque, d'après ce que j'ai vu par la suite, la mairie se défend en disant qu'à l'époque, on n'avait pas encore commencé à creuser dans le sol, en fait. Les travaux n'étaient pas encore arrivés au ce stade. point-là. Oui. Mais du coup, ça veut dire qu'il y avait des fissures déjà avant de creuser dans le sol. Donc, c'était quand même pas très rassurant. Et en fait, apparemment, cette zone est une zone marécageuse qui avait été asséchée pour détourner la rivière Dilong il y a plusieurs dizaines d'années pour pouvoir construire
à cet endroit. Donc en fait, on se demande s'il y a vraiment... c'est vraiment des endroits finalement où il faut faire très attention. Tu sais, l'immeuble qui a été largement discuté pour une question de terrain très mou à la base, c'est lequel à Taipei? Non, c'est lequel? C'est Taipei 101. Ah oui? Oh là là. Il y a eu une question de discussion sur ce sujet parce que c'est pas trop loin du fleuve. C'est pas rassurant. Et oui, justement, donc peu de temps après cet accident à Taizhou, il y a en fait l'agence de presse taïwanaise CNA qui a ressorti en fait un lien que je vais vous mettre aussi sur le site de RTI vers une carte de l'Institut d'études géologiques taïwanais qui présente en fait les différents lieux où il y a un fort risque d'affaissement du sol à Taïwan. On peut rentrer son adresse et donc voir dans quelle zone on se situe. Alors, il faut éviter de rentrer son adresse. Mais en fait, ce qui est le plus surprenant, c'est que là où ça s'est effondré à Taizhou, c'était pas dans les zones dangereuses, le plus dangereuses. Ah. Et oui. Alors, et ce qui est ça veut dire qu'on est en sécurité nulle part. C'est pas très rassurant. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que donc d'après ce site de l'Institut d'études géologiques, à peu près 21% de la superficie de Taipei est située en zone à fort danger de liquéfaction du sol, en fait. D'accord. Donc quand même 21%. Parce qu'on est un bassin à la base, en fait. Voilà, et en fait, ce sont surtout les zones autour de la rivière Danshui qui sont concernées par à la fois le sol sableux et aussi le fait apparemment que les nappes phréatiques se trouvent assez près de la surface. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec cette carte, je ne m'y attendais pas du tout. Il n'y a pas que Taipei, mais il y a tout Taïwan. Et donc, en fait, il y a aussi Yilan, Taichung, Zhanghuayun, Linjiai, Tainan, Kaohsiung, Pingtung. En fait, toute la côte ouest est et concernée. puis le nord-est à Yilan. En fait, ce sont les zones surtout de plaine, donc qui sont aussi concernées par la montée de l'océan. Bah déjà, il y a une exploitation piscicole, aquaculture très forte, très concentrée en fait sur la côte, dont la nature, si on sait à la base que c'est très proche à la nappe phréatique. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un problème important à Taïwan dont on va peut-être continuer à entendre parler, d'autant plus que justement après ce qui s'est passé à Taizhou, à Taoyuan, en fait un peu plus loin que Taipei, là où il y a l'aéroport, il y a des personnes qui ont aussi observé des fissures dans le sol et il y a un chantier également à côté de chez eux. Donc il y a une inspection de sécurité qui a été menée. Mais bon, apparemment, pour l'instant, ça va encore et on espère que ça va aller. Mais moi, ça m'a fait penser par exemple à l'Indonésie. Vous savez sûrement que Jakarta, la capitale, va être déménagée petit à petit. Et notamment, la raison principale, c'est que le sol s'enfonce. Quand même, bon là, c'est pas du tout les mêmes proportions, mais c'est à peu près il s'enfonce de 6 cm par an, ce qui est vraiment impressionnant. Et du coup, ils ont de plus en plus d'inondations, etc. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas à Taïwan, parce que je ne sais pas où ils pourraient déménager, en fait. Parce que quand même, toutes les plaines sont déjà bien pleines. On peut aller à l'île de Kinmen. Je plaisante. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan, présenté cette semaine par Sasa, Florian Dai et Meg Wang. À très bientôt et merci d'avoir écouté Radio Taïwan International.